Donc, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Mon nom est Sandra Bélanger, je suis la coordonnatrice. Je vais être avec vous tout au long de la conférence là, pour vous aider ou diriger les questions. Donc, ce midi, on a une conférencière qui est avec nous, mais qui virtuellement, qui n'est pas avec nous, qui est à Paris, si j'ai bien compris. Donc, je vais laisser Marion Briveau, notre responsable de l'axe professionnel, organisationnel et public, de présenter notre conférencière. Bonjour à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Wafa Ben Khaled. Elle est normalienne, diplômée de l'École nationale supérieure de Cachan en économie et en gestion. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université Paris-Dauphine. Et la docteure Ben Khaled est actuellement maîtresse de conférences en comptabilité à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Et ses projets de recherche portent sur la formalisation de l'éthique dans les entreprises et plus particulièrement ce qu'elle appelle des outils éthiques, on va en savoir plus dans quelques instants, et qui sont utilisés dans des multinationales. Donc aujourd'hui, elle a prévu de nous parler de la manière dont les réglementations externes façonnent ou contribuent à façonner la conception des outils éthiques dans les organisations par différents profils de professionnels. Il s'agit d'une recherche qui vient tout juste d'être publiée et sans plus tarder, je cède la parole à Wafa Ben Khaled. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Marion pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être présente aujourd'hui et d'avoir cette opportunité de vous présenter mes travaux de recherche qui portent, comme l'a dit Marion, sur l'éthique organisationnelle. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur un travail qui a été récemment publié dans Human Relations, mais j'ai décidé aussi d'élargir un tout petit peu en revenant un peu à mes travaux de thèse, dont cet article est issu, pour discuter un peu plus avec vous de la manière dont les entreprises décident de conceptualiser des outils éthiques. Donc, je vais vous partager les slides, ça va faciliter la présentation. Voilà. Alors, hop. Donc, la présentation aujourd'hui que je vous propose s'intitule « Comment les réglementations externes façonnent la conception d'outils éthiques dans les organisations ». Et je vais donner un petit sous-titre « Présentation du design des outils éthiques ». Design que j'utiliserai comme synonyme avec aussi le terme de conceptualisation ou conception des outils éthiques. J'avais prévu une petite slide de présentation, mais Marion l'a très bien fait, donc je vais passer très, très vite sur ça. Mes recherches, en fait, elles partent d'un premier point de vue que j'ai. C'est un vrai paradoxe que j'ai pu observer. C'est que on observe dans les organisations une augmentation accrue du terme éthique, du développement de ce que moi j'appelle les outils éthiques, donc qui peuvent être les codes de conduite, les processus et les dispositifs d'alerte éthique, les formations autour de la question éthique, les labels, les engagements volontaires comme le Global Compact des Nations Unies. Donc on voit qu'il y a une thématique éthique qui est grandissante au sein des organisations, et pour autant, on voit que le nombre de scandales ne se réduit pas. Au contraire, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus visibles et qu'ils sont beaucoup plus conséquents. L'exemple récent, hein, même si ça concerne l'évasion fiscale, les Pandora Papers qu'on a pu voir récemment. Donc, on voit que les comportements qui seraient qualifiés de non éthiques de la part des organisations se multiplient, tout en ayant en parallèle une multiplication des outils éthiques et de la thématique éthique au sein des organisations. Pour moi, ça m'a forcé à m'interroger sur la manière dont les organisations concevaient la question éthique. Et donc, je suis repartie un peu aux origines de est-ce que éthique et entreprise, déjà, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une thématique qu'on retrouve assez souvent et qui est une question qu'on va retrouver très régulièrement lorsqu'on parle d'éthique. C'est déjà, est-ce que éthique et entreprise, c'est possible? Je ne vais pas forcément rentrer dans l'ensemble des débats qu'il y a dans la littérature, mais il faut savoir que c'est un débat qui existe sur la sémantique, sur la question de éthique et entreprise, est-ce que c'est possible? Beaucoup de travaux considèrent, par exemple, comme Douska va considérer que c'est un oxymore, que ce n'est pas possible d'avoir de l'éthique au sein des organisations, puisque l'éthique est quelque chose qui est propre aux individus. C'est quelque chose qui est individuel, qui émane de chacun. Et vous allez avoir aussi d'autres travaux dans la littérature, comme Carr ou Carroll, qui vont considérer que l'entreprise ne peut pas avoir d'éthique.
Et c'est important d'avoir ça en tête parce que le fait que le concept d'éthique soit difficilement applicable au sein des organisations d'un point de vue théorique, ça peut aussi expliquer ce qu'on va retrouver après d'un point de vue empirique. Dans le cadre de mes travaux, je ne suis pas forcément entrée dans ce débat philosophique autour de est-ce que l'éthique peut être un concept qui peut s'appliquer aux organisations. J'ai plutôt décidé de prendre une définition directement de l'éthique des affaires, une qui fait plus ou moins consensus, en tout cas qui est une des définitions les plus utilisées. J'ai pris celle de Crane et Matten, qui se proposent de définir l'éthique dans leur ouvrage qui s'appelle Business Ethics, qui est juste derrière moi, là dans ma bibliothèque. Ils proposent cette définition. L'éthique des affaires est l'étude des situations organisationnelles, des activités et des décisions où les problèmes relatifs au bien et au mal sont pris en compte. On voit que cette définition, bien qu'elle cherche à définir l'application de l'éthique au sein des organisations, ça reste quand même quelque chose de très, très flou. Quand on parle de bien et de mal au sein des organisations, on reste sur des définitions qui sont quand même très, très larges. On a du mal à voir ce à quoi ça fait réellement référence. En tout cas, c'est la définition que je me propose de garder tout au long de cette présentation. Quand on regarde la littérature en ce qui concerne l'éthique des affaires, on retrouve des thématiques qui émergent et on a des principaux, on a vraiment des courants de recherche qui sont assez forts. Le premier qu'on va retrouver, c'est la motivation au développement des outils éthiques. Donc, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que les organisations adoptent et développent des outils éthiques tels que le code de conduite, les dispositifs d'alerte. Et vous allez retrouver beaucoup de travaux qui vont dire que c'est une question de légitimité, d'isomorphisme, enfin, voilà, qui va un peu s'intéresser aux motivations de l'adoption d'outils éthiques. Le deuxième courant de recherche qui est très très fort lorsqu'on parle d'éthique des affaires, c'est celle qui concerne l'efficacité des outils éthiques une fois que l'outil est déployé au sein de l'organisation. Donc une fois qu'on a le code de conduite qui a été distribué par exemple à l'ensemble des employés, est-ce que ce code de conduite permet, je ne sais pas, de réduire les scandales, de modifier l'éthique des employés, etc. Et on voit que la littérature, elle est extrêmement contrastée concernant l'efficacité de ces outils éthiques. On a vraiment beaucoup de travaux qui disent une chose et son contraire. Donc, dans certains cas, ça marche, dans d'autres, ça ne marche pas. Et vous allez avoir beaucoup de travaux qui vont s'intéresser aux conditions d'efficacité de ces outils. Une autre thématique qui est vraiment très, 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 très forte lorsqu'on parle d'éthique des affaires, c'est ce qu'on va appeler en anglais l'ethical decision making, donc tout ce qui est lié au modèle de décision éthique et qui vont s'intéresser à qu'est-ce qui vient modifier le processus de décision éthique des individus. Vous allez avoir des facteurs qui vont être plutôt contextuels ou liés à l'environnement et vous allez avoir des facteurs qui vont être plus liés aux individus. Et tout ce champ de la littérature vraiment s'intéresse au processus de décision, comment est-ce qu'on peut décomposer, par exemple, les décisions éthiques des différents individus pour savoir à quel moment on peut intervenir pour l'influencer. Parmi en fait, tout ce courant de recherche, en fait, on voit qu'il y a très peu de travaux qui vont s'intéresser au lien entre éthique et loi. Pourtant, de façon empirique, on voit qu'il y a un lien qui est quand même assez fort entre l'éthique et la loi. Rien que sur la question de la raison pour laquelle on adopte les outils éthiques, on voit que l'impact de la réglementation, le fait que sur les marchés, il y a une incitation très très forte à ce qu'on adopte des outils éthiques tels que le code de conduite ou qu'on ait un engagement volontaire tel que le Global Compact, on voit qu'il y a un lien assez fort entre éthique des affaires et loi, et c'est ce qui a été aussi mis en évidence par Crane et Matten, dont j'ai présenté la définition. Pour eux, en fait, l'éthique des affaires, elle se définit finalement par opposition à la loi. Pour eux, si on regarde ce petit schéma, on voit cette zone grise. Donc, c'est la partie où finalement la loi ne va pas définir le comportement à avoir pour les organisations. Et pour eux, c'est ici où on va s'interroger sur ces questions de bien et de mal. Et c'est dans cette zone grise qu'on va être finalement dans une réelle démarche d'éthique des affaires, puisqu'on va vraiment chercher à réfléchir sur quel est le bien à faire ou quel est le mal à ne pas faire finalement. Donc, l'éthique des affaires serait ici d'après Crane et Matten. Pour autant, en fait, on constate qu'une très large partie des organisations vont se retrouver sur ce cercle à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles vont sélectionner une partie de la loi qu'elles vont qualifier comme étant d'ordre de l'éthique. Là, ici, je fais référence, par exemple, à toute la réglementation sur les conflits d'intérêts, à toutes les réglementations autour des droits de l'homme, donc par exemple le travail des enfants, toute la réglementation autour de la fraude, autour de la corruption. Donc finalement, les organisations vont souvent se positionner dans cette partie-là en disant qu'elles font de l'éthique. Pour autant, en fait, ce qu'elles font, c'est simplement respecter la loi.
Du coup, on a quelque chose de très, très flou quand on regarde un peu l'éthique des affaires, puisque finalement, on nous dit que l'éthique des affaires, c'est lorsqu'il n'y a pas de définition de la loi, et pour autant, on constate empiriquement que l'ensemble des organisations vont plutôt se positionner ici. Quand vous lisez un code de conduite ou des processus d'alerte, vous voyez que ça concerne des lois déjà existantes. Donc, c'est-à-dire que la question du bien et du mal a déjà été définie à travers des réglementations. Du coup, la littérature en éthique des affaires, qui est toujours en développement, qui est toujours une littérature très, très vive, invite à s'interroger sur d'autres aspects en fait, de l'éthique des affaires que ceux que je vous ai présentés. Donc, notamment à s'intéresser à la conceptualisation organisationnelle de l'éthique et notamment à ces acteurs, à ces professionnels de l'éthique, qui sont les acteurs qui finalement vont décider de conceptualiser un code de conduite, qui sont ces acteurs qui vont décider qu'est-ce qu'on va écrire dans le code de conduite, qu'est-ce qu'on va recommander comme comportement qui va être considéré comme éthique ou non au sein de l'organisation. Donc, il y a des appels à développer plus de recherches sur ce sujet. Les recherches, on invite aussi à développer des recherches sur les outils éthiques comme construits sociaux et politiques, c'est-à-dire qu'ils sont finalement, ils regorgent d'aspects politiques, ils contiennent en eux la représentation et la matérialisation de dynamiques politiques qui ne sont pas forcément visibles lorsqu'on constate l'outil, mais on invite à déconstruire la composition ou du moins la conceptualisation de ces outils pour essayer de voir de quelle manière est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des construits sociaux et politiques. Et surtout, le dernier point qui nous aussi nous intéresse énormément dans ce papier, c'est de s'intéresser à l'influence de la régulation externe. Donc pour moi, la régulation externe, ça va être la loi, mais ça va aussi être la jurisprudence. On voit qu'il y a de plus en plus de cas éthiques qui sont jugés par différentes instances judiciaires, mais aussi les engagements volontaires, donc ce que globalement on appelle la loi en souple et la loi en dur. Et donc, on va essayer de s'intéresser à la manière dont cette régulation externe va influencer la conceptualisation des outils éthiques au sein des organisations. C'est la raison pour laquelle je me suis posée comme question de recherche dans ce travail et dans mon travail doctoral de manière générale, comment est-ce que les réglementations externes façonnent la conception d'outils éthiques dans les organisations. Pour essayer de répondre à cette question, j'ai essayé de voir un tout petit peu ce qui se passait au niveau de la littérature concernant la loi et les organisations. Et donc, j'ai développé un cadre théorique qui considère en fait différentes choses par rapport à la loi. Donc, on voit que d'un côté, je suis désolée, alors le graphique est en anglais, j'ai repris directement, j'ai pas cette version-là du graphique en français, donc je l'ai laissé en anglais, mais je vais me permettre de vraiment traduire chacun des termes qui sont sur cette petite image. Donc, d'un côté, on a la régulation éthique, donc ce que je l'ai dit, donc tout ce qui est loi, jurisprudence, engagement volontaire, donc tout ce qui est loi en dur et la loi souple. Et finalement, quand on regarde la littérature sur la loi et la loi et les organisations, on a les travaux très, très significatifs d'Edelman qui parlent de la manière dont la loi va influencer les organisations. Edelman considère que la loi est très ambiguë. Ce n'est pas parce qu'on a une loi qu'il est facile de l'interpréter et qu'il est facile de la mettre en œuvre, bien au contraire. La loi est quelque chose de très, très ambigu et encore plus lorsqu'il s'agit d'éthique, puisque l'éthique elle-même, en termes d'éthique des affaires, il est très difficile de la définir. C'est pour la raison pour laquelle j'ai commencé ma présentation en vous parlant de ce problème de définition éthique. Et du coup, la mise en œuvre d'un concept ambigu qui lui-même est sur quelque chose d'ambigu est très, très compliquée et demande en fait du travail interprétatif. Et Edelman s'intéresse finalement à la manière dont les organisations, pas forcément sur la partie éthique, mais dont les organisations vont interpréter la loi pour finalement essayer de composer au jour le jour avec la loi qui finalement existe à l'extérieur de l'organisation. Et c'est aussi ce qui va se passer finalement concernant la régulation éthique. Autre chose qu'on retrouve dans les travaux d'Edelman et plus loin des travaux qui ont été développés sur la base de ces travaux qu'on appelle la sociologie de la mise en conformité, c'est que finalement la sphère légale finalement empiète énormément sur la sphère managériale. C'est-à-dire que de plus en plus, on va voir qu'il va y avoir des liens très très forts entre la sphère légale et la sphère managériale. Notamment, ce qu'on va voir, c'est que les juges
vont souvent s'appuyer sur l'interprétation de la loi des organisations pour prendre des décisions lorsque ça concerne des jugements autour des organisations. Ils vont voir comment est-ce que l'organisation a interprété la loi pour décider du jugement et pas forcément faire référence à la loi. Et donc, vous avez un peu cette relation double entre la régulation externe et la manière dont les acteurs vont interpréter ou les organisations vont interpréter la loi. Et derrière, en fait, à la fin de mon modèle, on a finalement ce qui est l'adoption des outils éthiques qui, moi, m'intéresse. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le trajet entre comment est-ce qu'on démarre de la régulation éthique pour arriver à l'adoption d'outils éthiques. Et plutôt que de partir sur le classique théorie néo-institutionnelle qu'on connaît, et donc l'effet coercitif des lois, qui nous apprend finalement pourquoi est-ce que les organisations adoptent des outils éthiques, nous, on décide dans ce travail de s'intéresser plutôt à toutes les activités qui sont à l'interface entre l'organisation et son environnement externe. Et pour faire cela, on s'intéresse au travail de Weber et Weger qui considèrent les organisations comme open policy et qui invitent finalement à s'intéresser aux différentes activités des acteurs qui permettent de faire le lien entre ce qu'on va retrouver dans la régulation externe et l'adoption des outils. Donc ça invite, en fait, leur travail invite à s'intéresser au travail de traduction et d'interprétation de la loi externe par les professionnels au sein de l'organisation, donc dans notre cas par les professionnels de l'éthique, mais surtout en fait leur travail va mettre en avant la manière dont les dynamiques politiques externes vont être représentées, en tout cas vont avoir une influence forte sur les dynamiques politiques internes, en tout cas celles qui sont au sein de l'organisation. Leurs travaux s'invitent aussi à s'intéresser à la matérialisation de la régulation éthique à l'intérieur du processus de conceptualisation des outils éthiques. Et donc, nous, c'est ce qu'on va faire en fait dans ce travail. Nous, on va s'intéresser plutôt à toutes les activités, ces micro-activités qui sont réalisées par des individus et qui permettent de faire le lien entre la régulation éthique et l'adoption des outils éthiques. Hop. J'entends un petit bruit derrière, je me permets de le signaler, je ne sais pas si quelqu'un a son micro allumé. C'est bon, je ne l'entends plus. Alors, ma méthode de recherche, du fait de la question que je me pose, mais aussi du fait de l'absence de beaucoup de travaux sur le sujet, moi, je décide d'avoir une approche inductive. L'induction, finalement, c'est de partir de ce que j'observe sur le terrain pour finalement monter en abstraction théorique, et c'est ce que j'ai un peu fait. C'est-à-dire que je n'avais pas d'a priori sur la manière dont les entreprises conceptualiser leur outil éthique. Je suis allée sur le terrain et je suis allée voir les entreprises et je les ai suivies, je leur ai posé des questions et finalement, j'ai appris à travers eux ce qu'elles faisaient. Et à la suite de ça, à la suite de cette collecte de données, j'ai pu en fait monter un peu en abstraction théorique. Du fait aussi de la question que je me pose, qui est plus sur un process de type comment, j'ai plutôt une approche type qualitative parce que je cherche à comprendre un peu l'objet de ma recherche, le processus de conceptualisation des outils éthiques dans son contexte, donc au sein des organisations. Et j'ai surtout une vision interprétative, c'est-à-dire que moi, dans ce papier-là, je décide non pas d'avoir un niveau d'analyse autour des outils, mais plutôt un niveau d'analyse autour des acteurs. C'est-à-dire que j'ai vraiment une approche où je vais m'intéresser à ce que pensent les acteurs, à leur vision et comment est-ce qu'eux, ils perçoivent ce que doit être un outil éthique et ce qui doit être fait avec l'outil éthique et comment est-ce qu'ils perçoivent ce que doit être l'éthique des affaires au sein des organisations. Brièvement, mon contexte pour cette recherche, en tout cas pour ce papier, j'ai collecté des données au sein de firmes multinationales françaises qui, bien sûr, du fait qu'elles soient des firmes multinationales, étaient implantées dans de nombreux pays à l'international, avec toutes les problématiques que cela pose. Donc, qui dit implantation dans différents pays, dit différents types de régulation, au moins nationales, et différents types de cultures, et tout ce que ça peut engendrer comme vision et interprétation de l'éthique. Donc, c'est plutôt des très grosses entreprises. J'ai réalisé 26 entretiens semi-directifs avec les personnes en charge de l'éthique des affaires. Ça peut vous paraître peu, mais en fait, ce que j'ai réalisé au cours de mes recherches, c'est que les gens qui étaient dédiés, on a beau avoir de très grandes entreprises avec un effectif très important et un chiffre d'affaires très important, finalement, les personnes
dédiées à l'éthique au sein de l'organisation étaient très peu nombreuses. Je me suis retrouvée face à des directions éthiques pour des grands groupes avec uniquement 2 ou 3 personnes dans la direction éthique. Ce qui est vraiment, parfois, la direction éthique était composée uniquement d'un directeur et d'un co-directeur, ce qui est assez surprenant quand on voit la taille de l'organisation. J'ai réalisé plus d'une centaine d'heures d'observation qui représentent l'essentiel de mon matériau de recherche. Cette observation, elle passe aussi bien par le fait d'assister à des réunions où il y a des prises de décision qui sont faites autour des outils éthiques, mais aussi participer à des discussions beaucoup plus informelles autour d'un café ou autour d'un déjeuner, ou simplement passer mes journées avec les professionnels de l'éthique et être assis dans un bureau avec eux, parfois sans rien dire, mais juste suivre la manière dont eux, ils travaillaient, comment le travail arrivait vers eux, comment est-ce qu'ils géraient leur relation avec leurs différents collègues. Voilà, j'ai pu un peu être sur place avec eux au sein du siège social. Il faut savoir que je ne l'ai pas mentionné, mais toutes mes collectes se sont faites au sein du siège social des grands groupes. C'est là où se situe la direction éthique. J'ai pu aussi travailler sur des documents internes et externes. Les documents internes qui m'ont le plus servi, c'est souvent les brouillons d'outils éthiques. Donc, de pouvoir voir comment est-ce qu'ils ont pu évoluer à travers le temps et qui les modifiait et pour quelles raisons. Donc ça, c'était assez intéressant. Et j'ai aussi travaillé sur des archives, donc notamment des comptes rendus de réunions et parfois des vidéos d'assemblée générale où la question éthique était évoquée. In fine, cela m'a permis d'analyser 23 outils ou process ou processus ou pratiques éthiques qui ont été mis en place au sein des firmes multinationales au moment où j'effectuais mon travail. Je n'ai pas précisé l'année, mais mon travail a été effectué de 2012 environ jusqu'à 2016. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter un peu les résultats de cette recherche, il y a cette partie-là où moi j'ai toujours du mal à savoir si ça fait partie des résultats ou du contexte, mais je trouve qu'elle est essentielle afin que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe et ce que je vais vous raconter après. Il est essentiel que je vous présente un peu la manière dont fonctionne l'éthique au sein des firmes multinationales. Au sein des firmes multinationales, on a une structure qui est assez classique. On va avoir un président directeur général. On va ici avoir le comité exécutif, que souvent on appelle le COMEX brièvement dans le jargon organisationnel, qui va se retrouver au même niveau que le comité éthique. Et ces deux comités répondent directement du président directeur général. Donc en fait, dans les organisations, on a placé le comité éthique plutôt à un haut niveau hiérarchique. La direction éthique, là où moi j'ai effectué ma collecte de données, répond directement au comité éthique. Et en fait, ce qu'on va retrouver, en fait, moi, ce qui m'a pas mal surpris, c'est qu'en fait, au sein de la direction éthique, on va retrouver ce que moi j'appelle des designers ou des éthiques, des professionnels de l'éthique avec différents profils. Moi, je les ai nommés les profils légalistes et les profils non légalistes parce que finalement, en fonction de la manière dont ils conceptualisent l'éthique des affaires, j'ai remarqué que certains considéraient que l'éthique des affaires devait rester dans cette zone que je vous ai présentée avec le schéma, donc dans cette zone où l'éthique des affaires se cantonne à de la loi, au respect de la loi, au respect des règles, et finalement, ça ne concerne pas la partie qui n'est pas définie par la loi, ce n'est pas au rôle des organisations de s'interroger sur le bien ou le mal. En fait, l'éthique des affaires, c'est simplement une mise en conformité par rapport à des thématiques qui vont être jugées comme éthiques, donc les thématiques que je vous ai citées la dernière fois, la corruption, la fraude, les conflits d'intérêts, le respect des droits de l'homme. Et au sein de la direction éthique, vous allez retrouver très peu de personnes, mais qui sont quand même présents, ce que moi j'appelle des designers non légalistes. Souvent, leur profil est très différent des designers légalistes qui, eux, vont plutôt être des juristes, des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion interne, des managers du risque. Là, ici, on va plutôt retrouver des personnes qui vont être d'anciens opérationnels, ou alors d'anciens syndicalistes ou des personnes qui ont travaillé au service des ressources humaines avec la médecine du travail. Donc, vous allez retrouver des profils qui sont assez différents au sein des designers non légalistes. C'est d'ailleurs pour ça que je les définis en opposition à ceux de légalistes, où je trouve que ceux qui sont légalistes sont beaucoup plus proches en termes de profil, dans le sens où ils ont un attachement particulier au respect de la loi et des règles. Ces designers légalistes, bien évidemment, on va les retrouver au sein de la direction juridique. En fait, au cours de mon analyse des données et ma collecte de données, j'ai été extrêmement surprise d'avoir été presque forcée, en tout cas décalée dans ma collecte de données et de devoir aller faire un peu de terrain auprès de la direction juridique. C'est vrai que je m'attendais à ce que l'ensemble de la
l'ensemble de la conceptualisation des outils éthiques se retrouve au sein de la direction éthique. Et finalement, non. J'ai vu que la direction juridique avait un rôle très, très important aussi dans ce processus. Et c'est ce que je vais vous présenter dans mes travaux, enfin, dans la suite de cette présentation. Alors, si on reprend le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, rien de nouveau, il est juste présenté un peu différemment. Je vais détailler en fait ce que je vous disais, donc ce qui est les activités qui sont à l'interface, à la frontière entre l'organisation et son environnement externe. Dans ce travail, on a identifié plusieurs étapes de ce processus d'intégration, en tout cas de ce travail frontière de micro-activité qui expliquait, en tout cas qui décrit comment est-ce qu'on passe de la régulation éthique à l'adoption d'outils éthiques. Le premier moment en fait, qu'on observe, c'est un moment que j'ai appelé l'importation. En fait, on va importer des choses qui viennent de l'extérieur à travers différentes activités. La première activité que moi, qui très vite, en fait, au cours de mes données, j'ai pu me rendre compte, c'est qu'en fait, les professionnels de l'éthique des différentes entreprises se rencontrent, ont des moments de rencontre et des lieux de rencontre à travers des clubs. Donc, notamment en France, il y a un club qui s'appelle le Cercle éthique des affaires, qui se rencontre assez régulièrement. Et vous avez beaucoup de directeurs éthiques de beaucoup d'entreprises françaises qui se retrouvent dans le cadre de ces clubs. C'est pas anodin, en fait, même eux, ils le disent, hein, le monde est petit, mais c'est pas anodin qu'ils se rencontrent parce que ils ont le droit de se rencontrer et de discuter des sujets. C'est qu'en fait, ce lieu-là, c'est aussi un lieu d'échange de bonnes pratiques, en tout cas de eux, ce qu'ils pensent être comme étant des bonnes pratiques, à savoir que lorsqu'une entreprise va développer un outil qui va être un tout petit peu original, il va avoir tendance à être copié et mis en place au sein de l'autre entreprise, peu importe son contexte organisationnel. C'est-à-dire qu'on va importer l'outil sans se poser la question de la pertinence de cet outil pour son propre contexte organisationnel. Ce qui en fait pose et interroge en fait beaucoup sur la pertinence de ces outils qui sont pris chez les uns et chez les autres sans même s'interroger de l'adaptation et l'adéquation avec son contexte organisationnel. Par exemple, sur à quel point en fait, ce réseau est très fort, sur 15 interrogés que j'ai dans ma thèse, il y en a 12 qui se connaissent et qui connaissent les problématiques qui sont normalement d'ordre confidentiel. Chacun connaissait les différents cas éthiques confidentiels des uns et des autres et la manière dont ils avaient été résolus et connaissent aussi les outils qui sont sur le point d'être mis en œuvre au sein des organisations. Un autre effet qu'on a pu voir et qui vient vraiment renforcer cette idée d'importation vers l'extérieur, c'est l'utilisation de consultants. Alors bien sûr, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de mal à utiliser des consultants quand on est une organisation ? Alors, il n'y a pas de problème. On a le droit d'utiliser des consultants, il n'y a pas de problème sur ça. Moi, ce que j'ai identifié comme pouvant être problématique, c'est que les consultants, on ne les choisissait pas parce qu'ils étaient pertinents pour l'organisation, mais on les choisissait parce que c'est les consultants avec lesquels on travaille depuis longtemps, ou alors c'est des consultants qui sont connus et que ça fait toujours très très bonne figure de travailler avec ce type de consultants. Donc je vous donne un exemple. Récemment, il y a une personnalité qui s'appelle John Ruggie, qui est reconnu comme étant un spécialiste des droits de l'homme, qui travaillait pour les Nations Unies et qui a développé sa propre société de conseil pour aider les organisations à mettre en place des démarches éthiques autour des droits de l'homme. Et en fait, en tout cas, moi, j'ai travaillé avec une entreprise qui voulait absolument travailler avec John Ruggie alors qu'elle n'avait aucune problématique autour des droits de l'homme. Tout ça parce que, en fait, travailler avec John Ruggie, c'est finalement un gage, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant très connu et c'est quelqu'un de célèbre. Et du coup, ça fait bien de travailler avec John Ruggie. Et donc là encore, on a cette idée qu'on va essayer de faire des choses, non pas parce que c'est pertinent pour son contexte, mais pour d'autres raisons. Voilà, donc comme je l'ai dit, soit de relations historiques, soit le fait que ce soit des célébrités. Le deuxième moment qu'on observe dans ces micro-activités, c'est un moment de politisation. Le moment de politisation, il se joue une fois qu'on a décidé qu'un outil serait mis en place au sein de l'organisation. Là, on va voir qu'il y a une certaine compétition autour de l'éthique des affaires entre les différents professionnels que je vous ai présentés. Donc, les professionnels dits légalistes et les professionnels dits non légalistes. Ils vont finalement rentrer en concurrence parce que
comme ils ne partagent pas la même vision de l'éthique, ils vont proposer des outils qui vont être quasiment différents et ils vont vraiment entrer un peu en concurrence, ils vont réellement entrer en concurrence sur quelle est la vision de l'éthique qui va être mise en place au sein des organisations. Je vous propose de voir quelques verbatims finalement qui illustrent ces différentes oppositions. Donc, par exemple, là, un verbatim d'un non-légaliste qui nous dit « L'un des plus gros challenges, je pense, pour nous, mais pour toutes les entreprises françaises, c'est tout ce qui est culture, speaking up culture, pour que les gens puissent, en tout cas, n'aient pas peur d'aller dire « là, j'ai un doute, je pense qu'il y a une situation qui ne va pas ». Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a prévu de travailler et de renforcer. Donc là, ici, vous avez un professionnel non légaliste qui a la volonté, en tout cas pour la mise en œuvre de l'éthique, de développer un esprit de communication, développer un esprit où la discussion serait libre et où les employés se sentiraient libres de discuter des doutes potentiels qu'ils pourraient avoir concernant l'éthique. Un deuxième verbatim qui illustre aussi ce point de vue que peuvent avoir les non légalistes. Mon objectif n'est pas de modifier les valeurs individuelles des gens. Mon objectif est de faire en sorte que quand ils sont dans l'entreprise, ils véhiculent les valeurs de l'entreprise et ils agissent en fonction des valeurs de l'entreprise. Donc, on voit que les non-légalistes, ils s'appuient sur des choses qui vont être plutôt souples, en tout cas différents de ce qui va être plutôt de l'ordre de la règle. D'un côté, la discussion, les valeurs, et de l'autre, en fait, les légalistes, on va voir qu'ils s'appuient sur vraiment d'autres aspects. Je vous lis les verbatims. J'aime pas trop d'ailleurs le terme éthique parce que voilà, c'est quoi l'éthique? Moi aujourd'hui, c'est trop philosophique en fait. On est dans un monde avec du business, avec des opérationnels, avec des challenges, avec des lois qui s'appliquent, qui sont intangibles, avec de véritables sanctions, avec des impacts financiers, des risques pour l'entreprise, etc. On n'est pas dans... Enfin, c'est pas de l'éthique quoi. Ça n'est pas que de l'éthique et ce serait dommage de le traiter que dans l'éthique. Donc là, vous voyez que les légalistes ont cette vision finalement de presque de gestion des risques lorsque ça concerne l'éthique. On a peur de la sanction, on se dit qu'il y a un impact financier, il y a un impact business. Donc en fait, on ne s'intéresse pas forcément à ce qu'est l'éthique, est-ce qu'on doit faire en sorte que les gens comprennent. On se dit qu'il y a un réel enjeu et que si ça ne marche pas, il y a de réelles sanctions qui peuvent s'appliquer. Et donc on doit essayer de respecter les règles au maximum pour essayer d'éviter les sanctions. Deuxième verbatim qui illustre un peu l'état d'esprit des légalistes. Je vous le lis. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que parfois, les messages, c'est encore compliqué. Entreprise, droits de l'homme, on n'est pas obligé de dire et d'utiliser le vocabulaire droits de l'homme. Si on leur dit que ça a un impact sur le business, là, ils entendent. Et après, c'est comme ça que ça va s'intégrer petit à petit dans les mentalités, dans les process. Donc là, il fait référence aux employés. En fait, ici, on a un système où on nous dit que pour inciter les employés à être plus éthiques, en fait, il faut juste leur dire que ça a un impact sur le business et pas forcément leur expliquer qu'il y a des droits de l'homme, qu'il y a des règles ou des valeurs à respecter, le pourquoi de l'éthique, pourquoi est-ce qu'on a des droits de l'homme et pourquoi est-ce qu'on doit les respecter, mais plutôt d'expliquer l'impact business. Donc, on voit qu'on a deux philosophies qui sont assez différentes. Donc, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu récolter énormément de verbatim comme cela qui montraient vraiment bien l'opposition entre les deux points de vue. Le problème est, comme je vous l'ai dit, c'est que en fait, les non-légalistes et les légalistes vont vraiment entrer dans une compétition très très forte au point qu'en fait, ils n'arrivent plus du tout à collaborer ensemble alors qu'ils devraient collaborer ensemble d'après ce que veut l'organisation. Donc là, je vais vous mettre un peu des verbatims qui montrent comment est-ce qu'il y a des chamailleries, moi j'appelle ça un peu des chamailleries infantiles, entre les non-légalistes et les légalistes, mais ça montre bien, en fait, ces chamailleries infantiles révèlent réellement une opposition très très forte sur la manière dont ils conceptualisent ce que c'est et ce que devrait être au sein de l'organisation l'éthique des affaires. Donc pour moi, la responsabilité est plus importante que la sanction. La sanction, c'est un aveu d'échec finalement, et je suis convaincue qu'en expliquant, non pas que c'est la règle de l'entreprise, mais pourquoi on le fait, on a beaucoup plus de chances d'atteindre ce qu'on veut atteindre qu'en sanctionnant. Bon, voilà, mais il faut les deux. Mais je ne suis pas, en tout cas, je sais que je me bats avec mes collègues du juridique en permanence là-dessus, je ne suis pas tellement pour qu'on fasse peur aux gens. Donc là, vous avez une non-légaliste qui fait clairement référence à la philosophie légaliste en termes de sanctions et qui considère que ce n'est pas forcément la bonne manière de mettre en place l'éthique des affaires. Deuxième verbatim, c'est très bien la formation éthique, donc qui est un outil éthique qui a été mis en place au sein de cette firme multinationale. J'y contribue, je ne vais pas cracher dessus, mais ce serait beaucoup mieux d'avoir en parallèle d'autres trucs. Donc là, vous avez une légaliste qui vous explique que l'outil, la formation éthique, qui est en l'occurrence un outil qui a été développé par les non-légalistes, c'est bien,
qu'ils y participent, mais qu'en fait, ce serait bien d'avoir autre chose. Et c'était sous-entendu que c'était un peu, dans un sens péjoratif, que ce n'était pas suffisant et que ça n'allait pas assez loin en termes de ce qu'il fallait respecter ou pas en ce qui concerne l'éthique des affaires. Autre verbatim, en fait, il y a ceux qui sont dans la philosophie et ceux qui sont dans l'opérationnel. Donc là, on voit bien tout de suite la séparation entre les légalistes et les non-légalistes. C'est une autre manière, en fait, eux, c'est un peu comme ça qu'ils s'appellent. Ils s'appellent les philosophes et ceux qui sont un peu dans l'opérationnel. Sous-entendu que les philosophes seraient les non-légalistes, donc les valeurs, la discussion. Et ceux qui sont dans l'opérationnel et dans le, entre guillemets, le vrai, seraient les légalistes. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est que je pense qu'il faut arrêter de faire de la philosophie aujourd'hui. On a des vraies problématiques dans les entreprises, de vraies problématiques avec des sanctions énormes à l'appui. Et je pense aussi qu'on a besoin de fédérer les salariés sur des projets communs. Donc là encore, on a des chamailleries. Donc là, c'est une légaliste qui renvoie au côté peut-être un peu trop souple de la vision des non-légalistes. Dernier, qui est beaucoup plus virulent, d'un non-légaliste qui parle des légalistes. Ils ont bossé. Ils n'ont pas fait autre chose que juriste, en fait. Ce serait intéressant dans les parcours, tu vois, parce que typiquement, ce genre de métier, il faudrait que tu aies été en opérationnel au moins 2 ans avec des responsabilités. Ce genre de métier, il fait référence au fait d'être des professionnels de l'éthique. Et donc là, vraiment, c'est des attaques qui sont assez virulentes envers les légalistes et vice-versa envers les non-légalistes de la part des légalistes. Donc ça, c'était un peu pour illustrer cette compétition qui existe, mais qui va venir un peu nuire derrière au processus de développement des outils éthiques, puisque derrière, en fait, on voit que cette politisation, elle se matérialise par une victoire entre les... Parce que ça va au-delà des chamailleries, puisque ça a un impact direct sur les outils qui vont être mis en place dans l'organisation. Et moi, ce que je constate, c'est que derrière, cette chamaillerie, elle finit par une domination des légalistes. Dans ce combat entre la vision des non-légalistes et la vision des légalistes, ce sont les légalistes qui gagnent. Pourquoi ? Et là, en fait, on va revenir un peu à ce schéma que je vous ai présenté. C'est parce que finalement, le comité éthique est la pierre angulaire de toute la conceptualisation des outils éthiques. Le comité éthique, je me suis aperçue en analysant mes données que c'était vraiment l'instance qui décidait de tout en ce qui concerne l'éthique. Derrière, en fait, le comité éthique, on constate que les membres, dans la plupart des cas des entreprises que j'ai étudiées, vous allez retrouver des juristes, des auditeurs internes, des contrôleurs internes, des personnes qui travaillent au service du management des risques. Et donc, vous allez surtout avoir des profils, donc c'est pour ça que je l'ai indiqué en rouge, vous allez surtout avoir des profils dits légalistes. Étant donné que c'est l'instance qui valide les outils éthiques avant qu'ils soient mis en place et mis en œuvre au sein des organisations, en fait, les designers non légalistes n'ont quasiment aucune chance. Alors, si je vous réexplique un peu le processus, en fait, c'est un peu comme nous en recherche. Il y a une sorte de révision, de tour de révision. On soumet un outil au comité éthique, le comité éthique l'analyse et soit il décide de l'accepter et s'il l'accepte, dans ces cas-là, il est mis en œuvre par la direction éthique et déployé au sein de l'organisation. Soit, en fait, on considère qu'il doit encore être modifié, ou alors, et c'est le cas qu'on observe le plus souvent, il doit être mis en conformité. Et dans ces cas-là, le comité éthique a 2 options. Soit il le renvoie à la direction éthique pour qu'il le retravaille. Dans ces cas-là, les non-légalistes vont travailler avec les légalistes pour essayer de modifier l'outil. Soit le comité éthique, sans même prévenir la direction éthique, va directement renvoyer l'outil à la direction juridique pour qu'il soit mis en conformité. La direction juridique va resoumettre l'outil et il sera validé. Et il va retomber dans les mains de la direction éthique qui va découvrir un tout nouvel outil par rapport à celui qui a été soumis. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples un peu comme ça qui sont passés de va-et-vient entre le comité éthique, la direction éthique et la direction juridique. Donc, par exemple, là, vous avez un non-légaliste qui est tellement, en fait, presque pas forcément déçu, mais en fait, qui explique qu'il est résigné, que maintenant, il ne soumet plus d'outils éthiques, ses projets d'outils éthiques directement au comité éthique, il les passe directement en fait à la direction juridique parce qu'il sait que dans tous les cas, en fait, ça va repasser par la direction juridique. Donc, ce qu'il nous dit, nous, on a validé en tant que direction de l'éthique, c'est passé par les mains des juristes, comme d'hab, parcours classique. Donc là, il y a un peu cette résignation de, finalement, peu importe ce qu'on fait, les légalistes viendront toujours apporter la dernière touche, avoir le dernier mot sur ces outils et ils viendront toujours mettre leur petit grain de sel, en tout cas imposer leur vision de ce qu'est l'éthique dans les outils qu'eux-mêmes ont proposés. Là, je vous présente un peu un autre exemple d'un outil en fait qui est passé entre les différentes mains. Donc, c'est un outil qui a été proposé par les légalistes
et qui, derrière, a été plus ou moins validé. Enfin, en tout cas, c'est un outil qui a été au départ proposé par les non-légalistes, qui est passé entre les mains des légalistes, qui a été complètement modifié et qui est revenu en fait dans les mains des non-légalistes pour la mise en œuvre. Et en fait, les non-légalistes sont complètement stupéfaits. Donc là, c'est dans le cadre d'un entretien ou d'un entretien un peu informel, mais qui était presque une réunion entre nous, on débriefait cela. En fait, pour eux, l'outil, ils ont été complètement dépossédés. Je vais juste vous lire la fin, où on vous dit, mais dans la conception du dispositif en lui-même, on n'était pas nommé ni consulté. Donc en fait, les non-légalistes se retrouvent avec des outils qui ont été complètement refaits et refaçonnés à l'image des légalistes, donc le respect des règles, la sanction, les risques, etc. Et derrière, on leur demande de mettre en œuvre ces outils qu'ils n'ont pas conçus, ou en tout cas sur lesquels ils sont très peu intervenus sur la conception. Donc, ils sont complètement dominés et c'est la raison pour laquelle, du coup, on considère qu'il y a une politisation du processus de conception des outils éthiques. La dernière étape de ce processus, c'est ce que moi j'ai appelé la légalisation. La légalisation, c'est un phénomène qu'on observe dans les organisations, en tout cas qui a été mis en évidence au début des années 90 par deux chercheurs qui s'appellent Sitkin et Bice. Et c'est une littérature qui a un peu été oubliée, mais qui revient un peu à l'ordre du jour, puisqu'on parle de plus en plus de judiciarisation des organisations et de la manière dont en fait, les instances légales interviennent de plus en plus dans la sphère managériale. La légalisation, pour moi, elle est matérialisée par plusieurs éléments. Le premier, le fait que finalement, comme les outils passent entre les mains des légalistes, on se retrouve avec des outils qui sont assez standardisés puisqu'ils font référence à la loi et que l'objectif des légalistes, c'est finalement d'avoir des outils qui puissent être applicables partout et en tout temps et dans n'importe quelle zone géographique. Ces outils, bien sûr, vont être vraiment infusés par les idées des légalistes, donc ils vont vraiment s'appuyer et faire référence constamment à la question légale. Et surtout, en fait, et c'est le point que je vais le plus développer, en fait, ces outils-là vont aboutir à ce que moi j'appelle un transfert de responsabilité et une individualisation de la responsabilité. Et c'est ce sur quoi je vais vraiment revenir, et ça va revenir sur tous ces aspects en même temps. Pour moi, le transfert de la responsabilité, en fait, je trouve ça assez bizarre et c'est ce qui m'a le plus surpris dans mes données, c'est que finalement, on parle d'éthique, on parle de l'organisation qui prend un peu finalement sa responsabilité vis-à-vis de son impact sur la société. Donc, bien sûr, ça rejoint un peu tous les travaux sur la responsabilité sociale des entreprises. On est vraiment sur une démarche de comment est-ce que l'organisation s'insère dans son environnement social. Et pour moi, on nous fait croire avec l'éthique des affaires qu'il y a plus de prise de responsabilité de la part des organisations sur ces thématiques-là, et alors qu'en fait, on est sur une démarche de déresponsabilisation. Pourquoi est-ce qu'il y a une démarche de déresponsabilisation ? Pour moi, il y a différentes choses qui se mettent en place. La première chose, c'est que les organisations, en tout cas les professionnels de l'éthique, cherchent à limiter les risques, que ce soit les risques judiciaires, le risque de scandale, le risque de perte de business, etc. C'est tout ce que je vous ai montré à travers les différents verbatims. Je vous en ai rajouté deux autres, en fait, qui montrent comment est-ce que finalement les organisations cherchent à limiter les risques, et notamment le risque de procès. C'est pour ça que je parle de légalisation, c'est que pour eux, c'est vraiment cet aspect-là légal, c'est cet aspect de procès et de scandale qu'elles cherchent à éviter. Pour l'éviter, en fait, elles vont mettre en place ces outils éthiques qui vont uniquement être des remparts face à des attaques judiciaires potentielles. Je vous lis les deux verbatims qui illustrent cette idée-là. Le premier. Oh, et puis en plus, au départ, c'était une idée du juridique. C'est qu'on puisse se protéger un peu s'il y a un cas qui tourne mal. Il faut qu'on puisse dire qu'on a mis à la disposition des gens, des dispositifs de l'éthique qui expliquent ce qu'est l'éthique. Donc, ça a été tourné protection, machin. Et donc, en faisant ça, par exemple, dans la procédure, vous verrez, il y a des imprimés bien bordés pour garder la confidentialité et déterminer les données qu'on récupère pas, et ce qu'on en fait. Donc, derrière, on voit que les professionnels de l'éthique reconnaissent qu'en fait, on fait des choses qui sont bien bordées, bien pour la règle, mais que l'idée, c'est de se protéger au cas où ça tourne mal. Deuxième verbatim, déjà, il faut faire une cartographie des risques et une fois que les mesures sont en place. Et en plus, on met en place des mesures et ça ne veut pas dire qu'on peut éviter tous les risques. Toute activité, quelle qu'elle soit, comporte des risques. Alors, il faut les identifier, il faut les éviter dans la mesure du possible et puis il faut y remédier s'il y en a. Donc là, on voit qu'on est quand même en train de parler à un professionnel de l'éthique qui me parle de cartographie des risques et qui me présente une cartographie des risques. Donc, l'éthique entre complètement dans les pratiques de management du risque puisqu'on a une cartographie des risques dans laquelle apparaît finalement la question de l'éthique des affaires.
Le deuxième point qui, pour moi, justifie ce transfert de responsabilité, c'est qu'en fait, on voit que ces professionnels de l'éthique, ils sont complètement, ils sont défaitistes en ce qui concerne la question du management de l'éthique et de l'éthique des affaires de manière générale. C'est aussi un sentiment qu'on retrouve chez les professionnels de la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'en fait, ils estiment que l'éthique est complètement ingérable et que puisque c'est ingérable, finalement, hein, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc là, il vous explique que comme c'est de l'humain, c'est pas automatique et donc c'est difficile en fait de mettre en place différentes mesures qui pourraient s'adapter à tout le monde en tout temps et en tout lieu. Donc c'est ce que disent les deux premiers verbatims. Donc comme c'est de l'humain, c'est pas automatique, c'est pas un quiz technique. A, je tourne à gauche, B, je vais tout droit, machin. Encore une fois, c'est qu'il n'y a pas un GPS éthique. Ça n'existe pas. Ce serait bien, mais ça n'existe pas. Rien n'est jamais acquis sur le sujet et surtout, il n'y a pas forcément une réponse à toute problématique qui peut se produire parce que c'est lié étroitement à l'humain. Encore une fois, on sera toujours en situation d'imperfection parce qu'on n'est que des êtres humains. Donc là, vous voyez, ces deux premiers verbatims montrent bien comment est-ce que les professionnels de l'éthique sont complètement défaitistes par rapport à ça. Légalistes ou non légalistes, ils estiment qu'en fait, de manière générale, la question de la gestion de l'éthique des affaires, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, autant faire quelque chose de standard et puis les gens font ce qu'ils veulent. Le dernier verbatim, et puis même après, en termes de communication, on le voit bien. Une des limites qu'on a identifiées dans le déploiement, c'est que oui, les gens ont communiqué, mais ils ont communiqué une fois, 2 fois, 3 fois, sur un temps très précis, qui était le mois, tel mois. Et après, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que c'est parce qu'on a communiqué une seule fois que les gens sont au courant? Il y a des nouvelles acquisitions, il y a des nouveaux gens qui s'en vont, il y a des gens qui reviennent, etc. Donc là, on fait référence au côté impossible parce qu'il y a tellement de mouvements au sein d'une organisation qu'en fait, il faudrait communiquer constamment et inonder les gens constamment sur ces sujets-là pour être sûr qu'en fait que la communication fonctionne à minima. Et donc ce défaitisme fait qu'en fait il y a une acceptation des outils standardisés et qui sont baignés de légalisme. En fait, on se tourne vers le légalisme, vers ce côté, vers la loi, parce que c'est beaucoup plus simple que d'essayer de finalement penser l'éthique des affaires pour différentes cultures, différents cadres légaux, etc. Et du coup, on va avoir ce genre de document. Donc là, je vous présente un extrait d'une charte éthique d'une des firmes qui fait en fait référence, enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de tout lire, mais on voit que on est sur des outils qui sont inutilisables par les employés. C'est pour ça qu'il y a un transfert de responsabilité, parce que pour moi, en fait, quand dans une charte éthique, on se dit en tant qu'employé, je vais aller voir la charte éthique quand j'ai un problème éthique, je vais y trouver une réponse. Et en fait, la charte éthique vous renvoie vers d'autres documents. Donc, elle vous renvoie vers le guide ici des fournisseurs, page 28. Elle vous renvoie vers le Global Compact. Donc, pour rappel, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, le Global Compact, c'est un engagement volontaire auquel adhèrent les organisations, qui est proposé par les Nations Unies. Et en fait, il y a 10 principes qui sont très, très généraux. Ici, vous avez principe 4 et principe 5, mais par exemple, un des principes, c'est de s'engager dans la lutte contre la corruption. On ne nous dit pas comment faire. On nous dit simplement qu'il faut s'engager dans la lutte contre la corruption. Donc finalement, là, c'est exactement, on renvoie en fait le problème aux managers et aux opérationnels. Voilà la charte. Et en fait, si vous voulez savoir comment faire, allez vous référer sur, voilà, dans l'ISO 26000, donc aussi un autre référentiel ici, le problème 5 des droits de l'homme. Voilà, on vous renvoie à des choses qui n'ont pas de sens, qui sont très peu pratiques et qui n'aident pas forcément les opérationnels au quotidien lorsqu'ils vont faire face à un problème éthique. Donc, on est sur quelque chose de très standardisé. Et du coup, vous avez ce genre de verbatim qui sont assez magiques et qui expliquent en fait tout le problème. Pourquoi est-ce qu'ils s'en tapent? Mais parce que ça leur apporte pas de réponse, ça leur apporte rien. Ici, ils s'en tapent, on fait référence aux opérationnels. Pourquoi est-ce que finalement, ça les intéresse pas la question éthique? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas sur les questions éthiques? Et pourquoi est-ce que finalement, les outils éthiques ne fonctionnent pas? C'est parce que finalement, les outils éthiques, même les professionnels de l'éthique reconnaissent que finalement, les outils sont inefficaces. Donc en fait, on a des professionnels qui produisent des outils où ils savent d'avance que ces outils-là, ça n'intéresse personne et finalement, ça n'aura pas d'impact et c'est inefficace. Donc, on produit des outils éthiques pour d'autres raisons que véritablement essayer de gérer l'éthique. Pourquoi est-ce qu'on produit ces outils éthiques? On les produit parce qu'on cherche, comme je vous le disais, une protection légale et on cherche à anticiper les éventuels procès. Et donc, ces deux verbatims-là que je vous mets un peu vers la fin viennent conclure un peu cette idée de transfert de responsabilité et la motivation réelle du développement des outils éthiques. Donc, je vous lis le premier. Donc, il y a la direction des grands contentieux. C'est un service juridique qui est très important dans le groupe FMN1. Donc, il y a plein de juristes qui alertent sur la tension, le risque de briser le voile de la personne morale de la société mère, corporate veil, comme disent les Anglais.
Donc, si la société mère est trop proactive dans les ordres qu'elle donne, un juge peut remonter. Et donc, l'idée, c'est de ne pas toucher à la société mère. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour autant, mais elle a un rôle plus de voici les exemples de bonnes pratiques, etc. Les filiales doivent s'en inspirer. Donc là, on a clairement un aveu que les outils éthiques sont là pour protéger la société mère et qu'en fait, on va juste donner quelques grands principes aux opérationnels, aux différentes filiales et que derrière, c'est à elles de faire tout le travail d'interprétation et de mise en œuvre. En aucun cas, finalement, l'organisation, en tout cas son top management, comme on dit, n'est responsable de la mise en œuvre de l'éthique des affaires. Deuxième verbatim qui illustre exactement la même chose. En plus, quand on fait signer au président, il faut quand même, donc là, faire signer au président, donc généralement dans les codes de conduite ou dans les lettres envoyées ou dans les documents envoyés par l'organisation de façon officielle, souvent on a une lettre, ça démarre par une lettre du président. Donc là, on fait référence à ça. En plus, quand on fait signer au président, il faut quand même vérifier que ça ne va pas trop loin dans son implication éventuellement personnelle en cas de difficulté. C'est opposable. Donc, il faut peser les patates en termes de responsabilité. Il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher que Duglan, donc Duglan veut dire n'importe qui dans l'organisation et de façon péjorative, que Duglan n'a pas fait le boulot alors qu'on lui a dit, mais qu'on n'a pas été vérifié, machin. Donc, en gros, là, ici, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que même la communication du président directeur général qui démarre, donc par exemple, dans tous les codes de conduite, ça démarre toujours d'un mot du président. Même là, il faut que ce soit vérifié et il faut s'assurer que ce soit pas trop engageant pour le président pour pas qu'on puisse finalement opposer ses dires lors d'un procès. Et surtout, en fait, c'est surtout pour qu'on puisse se protéger si Duglan ou machin, donc dit de façon péjorative, donc si n'importe quel employé au sein de l'organisation se retrouve face à un problème éthique, on puisse rejeter la responsabilité sur lui et pas forcément sur le président. Donc, ça veut dire finalement qu'on a un transfert de la responsabilité, donc finalement de la responsabilité de définir ce qu'est l'éthique des affaires, donc c'est aux employés et aux managers opérationnels de définir ce qu'est l'éthique des affaires. C'est à eux également de résoudre n'importe quelle problématique éthique ou n'importe quel dilemme éthique parce que finalement, on ne leur apporte pas de réponse avec les outils. C'est à eux aussi de comprendre comment est-ce qu'on applique la loi, puisque la loi est ambiguë, puisqu'on l'a vu même dans la charte éthique ou d'autres outils, on fait référence à la loi, mais on n'explique en aucun cas comment est-ce qu'on doit l'interpréter et la mettre en œuvre. Donc, tout cela est de la responsabilité finalement des employés. Et derrière aussi, ce qui est très très fort et qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a une responsabilité juridique. L'idée, c'est que si les employés se plantent dans la mise en œuvre, en cas de problématique, dans la mise en œuvre de l'éthique, ou ne font pas ce que l'organisation aurait attendu ou ce que la loi aurait attendu comme comportement, finalement, l'organisation va se retourner contre ses employés. Et donc, du coup, chaque employé devient responsable légalement de n'importe quel dysfonctionnement éthique au sein de l'organisation. Il n'est plus protégé par son organisation. Au contraire, s'il ne sait pas gérer par lui-même un problème éthique, il se retrouve finalement le responsable légal en cas de problème qui pourrait gonfler. Et on le voit dans différents cas éthiques et dans différents scandales éthiques. Souvent, les organisations se sont retournées contre leurs employés. C'est notamment le cas, moi, d'un cas que j'enseigne en cours, donc le cas Alstom, qui a été accusé de corruption dans différents pays. Et vous avez un de ses employés qui a été arrêté aux États-Unis puisque l'organisation finalement avait passé un accord pour que ce soit l'employé qui soit, le manager en tout cas, qui soit mis en accusation et pas l'organisation. Donc, finalement, on a un modèle, on a une espèce de boucle où finalement, les outils qui émergent de l'ensemble de ce processus, finalement, sont très, très, très loin, en tout cas, sont très, très éloignés des réelles problématiques organisationnelles que peuvent avoir les firmes. Et finalement, on a des outils qui sont légaux, infusés de principes légaux qui sont insipides et n'aident pas vraiment la mise en œuvre de l'éthique. Et ils viennent, ces outils, d'après ce que nous présentent les travaux de Hellman, ces outils, en fait, vont venir derrière nourrir la régulation éthique, donc vont nourrir les cas de jurisprudence, vont nourrir les cas d'engagement volontaire et de différents standards et normes qui vont pouvoir exister en externe, et finalement vont nourrir tout l'ensemble du processus de conceptualisation des outils éthiques. Donc on se retrouve dans cette espèce de boucle de la légalisation, boucle d'une dynamique de légalisation qui va être nourrie en interne par ce processus de conception des outils éthiques que je vous ai présenté aujourd'hui. En termes de discussion et de retour théorique qu'on peut faire sur ce que je vous ai présenté,
Ce travail révèle l'importance des micro-activités et des micro-processus qui ont lieu à l'interface entre l'organisation et son contexte. Dès l'importation, dès le début, en fait, dès ce moment où en fait, on va aller chercher l'idée en dehors de l'organisation, donc plutôt que d'aller la chercher à l'intérieur de l'organisation pour voir quelles sont ses problématiques propres, mais plutôt qu'on va aller les chercher ailleurs, en fait, dès qu'on commence à faire ça, le processus est enclenché. Derrière aussi, ce travail décrit le processus à travers lequel les outils éthiques deviennent des outils de mise en conformité qui renforcent la régulation externe. C'est la boucle de la légalisation que je vous ai présentée juste avant. On voit comment en fait ces outils vont venir nourrir la régulation externe qui elle-même va venir nourrir le processus de conceptualisation de ces outils. Ça décrit aussi le processus d'adoption des outils éthiques au sein des firmes multinationales. La littérature manque terriblement de papiers qui vont venir s'intéresser à la manière dont ces professionnels de l'éthique vont conceptualiser l'éthique et vont conceptualiser ces outils. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de travaux sur le moment qui intervient après la conceptualisation des outils, donc beaucoup de moments où on va s'intéresser à la manière dont ces outils vont être déployés au sein des organisations et comment est-ce qu'ils vont être reçus par les employés, est-ce que ça va modifier leurs décisions éthiques. Mais finalement, ce serait intéressant aussi d'avoir des choses qui vont aller plus loin et qui pourraient retracer le moment de conception des outils éthiques et le moment dont ils sont utilisés par les employés. Cette étude aussi révèle le rôle des professionnels de l'éthique et surtout le rôle de leur interaction. On voit que l'interaction entre les légalistes et les non-légalistes peuvent expliquer les différents dysfonctionnements qui ont été observés dans la littérature sur les outils éthiques. En termes de perspectives de recherche que j'ai moi-même par rapport à ça, mais qui peuvent être développées par tous, il y a un réel parallèle à faire pour moi entre les pratiques d'éthique des affaires et les pratiques de management du risque. On voit, et d'ailleurs les organisations elles-mêmes parlent de risque, parlent de sanctions, parlent de cartographie des risques. Donc même en termes de mots employés, on voit qu'on se retrouve dans une problématique de management du risque. Une deuxième perspective, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec les relations de pouvoir entre les légalistes et les non-légalistes. Cette politisation de la gestion de l'éthique des affaires au sein des organisations, c'est une thématique qui est très, très importante puisqu'elle explique tout ce qui se passe au moment de la conceptualisation des outils éthiques. J'ai développé, en fait, pour ceux que ça intéresse, cette partie-là, politisation, je l'ai développée dans le cadre d'un autre papier que j'ai publié dans Critical Perspective in Accounting et qui revient sur sur ces relations-là. Le papier existe en français et en anglais. Donc, pour ceux qui souhaiteraient le lire en français, il existe dans les deux langues, puisque c'est une revue qui permet de publier dans les deux langues et je la remercie pour ça. Et en dernier, les dernières perspectives de recherche, c'est d'établir, comme je le disais, un lien, faire une réelle étude longitudinale qui suivrait un outil éthique du début jusqu'à la fin. Donc, du moment où on a l'idée jusqu'au moment où, en fait, l'outil est utilisé par les employés. Et surtout, ça permettrait, pourquoi pas, de faire le lien entre les résultats contrastés qu'on a dans la littérature sur l'efficacité potentielle de ces outils à modifier le comportement des employés avec finalement ce qui se passe au moment de la conceptualisation de ces outils éthiques. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et voilà, je suis prête à répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir à ce sujet. Merci beaucoup.